Salut et bienvenue sur notre chaîne, la chaîne destinée aux entrepreneurs qui veulent plus d'argent, plus de succès et plus de liberté grâce à leur business. Dans cette vidéo, Patricia et moi allons te parler du marché. Et quand je te dis du marché, je te parle de ton marché. Pour cela, nous aborderons 3 réactions typiques de tout entrepreneur à l'échelle internationale et bien évidemment sur le marché francophone. C'est celui de la réaction, de l'anticipation et de la création. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. Allez, c'est parti. Alors, le marché, on va avoir 3 façons de l'aborder quand on est entrepreneur. On va dire une très mauvaise, une neutre et une bonne, et qui est je réagis, j'anticipe, je crée. La mauvaise, c'est je réagis, parce que si vous proposez un service en réaction à quelque chose qui passe, forcément, ça ne va pas fonctionner. Ou ça va fonctionner un temps, puis ça va mourir. Parce que si vous êtes en réaction, ça veut dire qu'il y a déjà un certain nombre de personnes qui se sont installées. Or, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises vont s'installer par réaction. On l'a vu avec les masques. Quand il y a plein d'ouvertures, il y a plein d'enseignes qui sont faites parce que soudainement, on pouvait vendre des masques. Avec des petits diamants, sans petits diamants, avec une bouche, avec peu importe. Ça, c'est de la réaction. Il n'y a pas eu d'anticipation, il y a eu de la réaction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'admettons, le 18 se passe ce qui doit se passer, le 24, on en finit avec tout ça. Ces boîtes-là, elles deviennent quoi? Elles mettent les clés sous la porte, elles sont nées par opportunisme. Et l'opportunisme, qui est la forme la plus exacerbée de réaction, elle n'a que le temps de l'opportunité. Après, elle disparaît. Donc, soit ils ont mis une stratégie en place et ils savent se reconvertir dans d'autres accessoires de mode, ou ils ont basé toute leur vente sur le fameux masque, auquel cas elles vont couler. Elles ont juste vu l'opportunité de se faire du fric rapide. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, au premier lieu, pourquoi vous constituez votre société? Et là, typiquement, elles ont juste vu une opportunité de faire du fric rapidement, en se servant d'une solution ou d'une situation. C'est vraiment donner un exemple par rapport à ce que tu dis. Ouais, vas-y. Je réagis, j'anticipe. Un exemple qu'on a tous connu, enfin une marque qui est connue et qui n'existe plus sous la forme telle qu'on l'a connue, c'est Kodak. Oui. Kodak qui a été quand même numéro 1 dans les créations de pellicules, quoi, et la vente de pellicules photo. Rien à voir avec les pellicules qu'on a dans les cheveux. Et finalement, s'est retrouvé au bout d'un moment à ne pas avoir anticipé, s'est vu détrôné par un phénomène de technologie, c'est-à-dire la numérisation de la photographie, et finalement à devenir ce qu'on appelle obsolète, donc complètement inutile sur le marché. Et là, je pense que c'est un très bon exemple pour vous montrer en fait comment on peut réagir. Ensuite, un deuxième exemple, je ne sais pas si vous connaissez Blockbuster. Blockbuster a été quand même une des sociétés de location de vidéos numéro 1 dans les pays anglophones américains. Ouais. Blockbuster a été contacté à l'époque par Netflix, qui était encore une toute petite start-up en incubation, et ils ont refusé Blockbuster. Qu'est-ce que tu veux, petit indigent? Que veux-tu nous apprendre dans le milieu de l'audiovisuel et de la location et du streaming, comme on dit? Et ils ont refusé en fait de devenir partenaire, d'investir de la finance, de financer une partie du développement de Netflix. Qu'est-ce qui s'est passé? Netflix a pris le dessus, Blockbuster est mort. Réagir, anticiper. 2 beaux exemples pour vous montrer de quoi on parle. 3e exemple, le groupe Accor Hotel et Airbnb. Et ça, c'est juste des exemples pour vous expliquer le phénomène réagir, anticiper, quoi. Parce que ces phénomènes-là, quand on fait une bonne analyse, dans la formation, vous vous rappelez, il y a la partie stratégique qui demande une analyse SWOT, une analyse FFOM. L'analyse des forces et des faiblesses, des opportunités et des menaces. Face aux forces, il y a des faiblesses. Quand vous êtes en clair sur vos forces, vous savez également, parce que vous connaissez votre business et là où vous voulez aller, vos faiblesses. Et les opportunités et les menaces, maintenant par rapport à ça, réagir, anticiper, créer, c'est l'analyse sur le moment actuel de votre business par rapport finalement à la partie opportunité du marché. Force et faiblesse, c'est à l'intérieur de votre business. Opportunité, menace, c'est à l'extérieur de votre business. Et quand vous avez une bonne analyse du marché,
des opportunités et des menaces, vous pouvez réagir en conséquence. Ou alors agir en conséquence quand vous avez été plus rapide que le phénomène. Le point numéro 1, ça va être vraiment je fais quelque chose parce que j'ai cru voir une opportunité sur le marché. Mais ce que vous allez faire s'il n'y a pas de vision à long terme n'aura que la durée de cette opportunité. C'est-à-dire que vous êtes sur un produit ou un service qui ont des cycles de vie qui sont extrêmement courts. J'anticipe, c'est qu'est-ce que je vais mettre en place qui va permettre à ce marché d'évoluer. Si on prend Amazon, par exemple, il a anticipé ce besoin de collectivité et de mutualisation qu'ont aujourd'hui les entreprises. Alors, même s'il ne l'a pas fait d'une manière, on va dire, très éthique, aujourd'hui, il a une plateforme qui permet de mutualiser des moyens et qui permet à certaines entreprises, ceux qui le veulent, d'aller vendre dessus. Il a su anticiper une évolution qui va dépendre d'une évolution technologique. Il a su anticiper ça. Il est parti d'un marché existant et il a imaginé l'évolution, il a anticipé l'évolution de ce marché. Avec le cloud, hein. C'est quelque chose, le cloud, pareil. C'est quelque chose qui est pour moi neutre, l'anticipation. C'est-à-dire qu'elle peut emmener une grande réussite, mais aussi à une grande perte. La réaction, elle va être de courte durée. L'anticipation, elle peut te permettre un super coup de poker, mais elle peut te permettre aussi l'inverse. Parce que tu anticipes, si tu fais une mauvaise analyse de ton marché, tu vas peut-être avoir un concept génial, mais on va prendre le Concorde. Le Concorde était une magnifique anticipation de ce qu'était le marché de l'aéronautique, avec une démocratisation de la prise de l'avion, avec une recherche de gain de temps, mais un flop commercial total, parce que ils n'ont pas, dans leur anticipation, la chose qu'ils n'ont pas calculée, c'était la rentabilité de l'appareil. Que pour être rentable, cet appareil-là, il ne lui suffisait pas d'être rapide. Il ne lui suffisait pas de faire Paris-New York en moins de temps qu'il ne fallait. Il fallait aussi qu'il y ait de la place à bord. Et c'est ce qui va générer le flop du Concorde. C'est que, certes, il était bien en termes de rapidité. Donc ça, l'anticipation avait été bonne. Démocratisation du marché de transport aérien. Déplacement plus de déplacements, on va dire, au niveau des hommes d'affaires entre Paris et New York à l'époque. Ça, c'était la magnifique anticipation. Par contre, mauvaise anticipation au niveau de la rentabilité. Ils n'avaient pas anticipé qu'avec la démocratisation du marché, allait avoir une hausse du kérosène. Et que cette hausse galopante du kérosène allait entraîner forcément une perte de rentabilité du Concorde. Voilà, c'est tout ce genre de choses. Donc, anticiper, ça peut être un magnifique coup de poker. Bezos, c'est un magnifique coup de poker. Je dirais que Netflix, c'est un beau coup de poker aussi. On est dans le même type, on va dire, d'analyse anticipatrice du marché. Par contre, à contrario, tu peux faire un flop total. Un bel exemple aussi au niveau de l'anticipation, hein, je veux dire, la voiture électrique. Fin des années 60, début des années 70, voiture électrique, une grande thématique au niveau des constructeurs japonais. Voiture électrique, complètement redescendue par les marchés du pétrole, donc le lobbyisme à l'époque, numéro 1 au niveau du Moyen-Orient et au niveau russe et américain. Donc le projet finalement d'anticipation complètement annulé. Alors qu'à l'époque, c'était vraiment une thématique. Mais comme on se disait, mais on a suffisamment de pétrole, qu'est-ce que tu vas nous prendre la tête avec ta voiture électrique, toi? Va jouer à ta voiture téléguidée, quoi. Alors qu'aujourd'hui, c'est une thématique numéro 1. Et comme quoi, quand on réfléchit, c'est pareil avec la numérisation, on nous dit il faut qu'on se numérise. La numérisation, elle existe, on le voit dans le milieu de la musique, dans pas mal de milieux, depuis la fin des années 60, début des années 70. On est passé de l'analogue au digital. Et moi, j'ai vu des studios où on avait finalement des tables de mixage analogues et des tables de mixage digitales, donc numérisées. Et ça existe depuis la fin des années 60, début des années 70, milieu des années 70, ce genre de table. Donc, comme quoi, la numérisation, elle n'est pas... Mais on nous vend la thématique comme un truc, et ça, c'est souvent du marketing. C'est tout nouveau, là, là. Et c'est comme dans le milieu, moi, j'ai fait dans le marché de gros aussi au niveau du conseil. Je me suis retrouvé chez des grands fabricants de produits alimentaires, par exemple.
Et le jour où je suis tombé vraiment par terre, c'était par exemple chez Colgate, Palmolive, qui sont des boîtes allemandes. On se retrouve finalement au niveau de c'est Henkel, hein, une des plus grandes boîtes derrière, et puis il y en a d'autres aussi. Et finalement, on se voit que le produit haut de gamme et le produit bas de gamme sont créés sur la même chaîne de valeur, donc la même chaîne de production. Il y a une partie du processus qui est exactement sur la même chaîne, sauf que ces sociétés-là, c'est des sociétés 24/7, comme on les appelle, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elles tournent en 3/8, 3 x 8, donc 3 sessions par jour de travail. Et on va dire 2 sessions, ça va être des produits haut de gamme, ou une session, c'est un produit haut de gamme, et 2 sessions vont être un produit bas de gamme. C'est-à-dire que ce sont exactement les mêmes fournisseurs, avec les mêmes produits bruts et semi-finis. Ça, c'est important dans la création de produits, comprendre la différence. Et finalement, pour avoir 2 produits différents finis, qui sont vendus des fois à 3-4 euros de différence, on le voit au niveau des chips. Je l'ai vu au niveau des chips et tout ça, et les curly et tout ce genre de choses. Et finalement, c'est exactement les mêmes produits de base, sauf que l'emballage était différent. La qualité derrière, l'assurance de qualité n'est pas du tout la même, on est bien d'accord. Il y a beaucoup de choses qui font que. Mais quand on voit que la source à la base est exactement la même, on voit bien comment les gens ont pu anticiper finalement. Et c'est là qu'on fait de la marge. Posez-vous la question, comment je peux anticiper finalement. Et anticiper le marché, ça veut dire aussi anticiper votre processus interne. Quand vous voyez que le marché fonctionne pour vous, alors il est d'autant plus important que dans vos processus, vous anticipiez le phénomène de façon à pouvoir répondre. Il y a quelques jours, on parlait avec une cliente potentielle et elle est dans la création de produits. Et la première question qu'on a posée avec Patricia, mais est-ce que vous pouvez assurer au cas où ça cartonne? Parce que ce n'est pas le tout d'aller faire beaucoup de bruit de soi et que tout le monde entende que vous êtes là, mais si vous n'êtes pas capable de délivrer derrière, vous allez avoir un problème. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de flash mobs, je ne sais pas si vous connaissez ces phénomènes, où on invite des gens sur Facebook et puis on se revoit tous. Et ça, je l'avais fait une fois à Munich, c'était il y a un certain temps, c'est pas moi qui étais à l'origine, mais je faisais partie du truc. Et on est arrivé à 150 ou 200 chez McDo, dans une filiale, on a tous commandé en même temps, quoi. Et le truc, il a complètement cédé, quoi. Mais ils ont réussi quand même à livrer. Et ça, sur le plan économique et sur le plan procédural, ça vous permet de voir jusqu'où sont les limites de mon processus. Comment je peux réagir face au marché. Donc c'est une histoire marrante, mais ça vous permet aussi de réagir par rapport au marché. Donc ça revient à ce que disait Patricia auparavant également. Donc voilà, est-ce que vous avez d'autres questions là-dessus? Très clair. Parce que ça, c'est un phénomène à prendre en compte. Un marché qui est en réaction est un marché qui est de très courte durée. Un marché en anticipation, ça peut être un grand coup de poker dans un sens ou dans un autre. Un marché en création, il va avoir une durée de vie beaucoup plus longue. Ah, je vais rajouter un truc, Patricia, un exemple. Ah non, je suis désolée, c'est mon exposé, okay. C'est mes slides. C'est ma vie. Ah ouais, mais t'es mon associé, alors ok, ça va. Voilà, j'allais jouer mon joker, mais j'en ai pas eu besoin. Tu t'en es rappelé toi-même. Un exemple tout simple et un exemple que j'ai vécu. Si vous êtes sur un marché, dans un domaine, une branche, une industrie bien concrète, mais dans un pays bien concret, ou une région bien concrète, si la situation fait qu'en ce moment, vous n'êtes pas capable, pour des raisons économiques, politiques et tout ça, de pouvoir exercer dans le pays dans lequel vous cartonnez et que la situation devient de plus en plus difficile, posez-vous la question, est-ce que vous ne pouvez pas vous réorienter sur un marché étranger? Alors, je sais que ça peut paraître au départ mirabolant de se dire « Oh putain, mais nous, on l'a vécu. La crise de 2007-2008, ce qu'on a fait, c'est qu'on allait s'implanter ailleurs. » Là où la crise était faisait beaucoup moins de victimes qu'on pouvait l'avoir sur le marché allemand. On a vu ça en Suisse, par exemple, où la force de frappe et la force de réaction étaient beaucoup plus hautes au niveau financier et au niveau économique. Et ça, c'était pareil au Luxembourg, par exemple. Et c'était pareil aux États-Unis. Donc là, il faut se poser la question, OK, où est-ce que je peux aller? Qu'est-ce que je peux faire? Ça veut dire que peut-être vous allez anticiper en développant de nouveaux marchés. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc ne pensez pas toujours dans votre boîte, mais c'est ce qu'on appelle le phénomène de penser out of the box. Out of the box, c'est penser en dehors de la boîte. Donc ce n'est pas parce que vous êtes dans votre cadre ou dans votre boîte, vous l'appelez comme vous voulez, vous ne pouvez pas regarder au-delà de votre boîte, regardez ce qui se passe. Parce que des fois, on se rend compte qu'on peut être encore beaucoup plus performant ou alors croître de manière exponentielle quand on va sur un marché étranger où vous n'êtes pas 500 000 à proposer la même merde, mais vous êtes peut-être que 100. Et là, vous pouvez vous différencier.
Là, c'est beaucoup plus facile vis-à-vis du marché. Voilà. Le marché n'est pas mature ou parce que le marché a des Démarre, besoins qui ne sont encore pas remplis du fait d'un décalage, par exemple, de mentalité. Je vais reprendre Maurice tout à l'heure. Maurice n'en est pas au niveau de maturité des entrepreneurs français. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si aujourd'hui à Maurice on a, même si on en a de plus en plus, mais si on n'a pas une grosse part de marché, si on maintient cette qualité-là, d'ici un an et demi, nos ateliers partiront comme des petits pains sur le marché mauricien parce qu'ils correspondront au niveau de maturité du marché des entrepreneurs. Aujourd'hui, on bricole. Je vais vous donner un exemple tout bête. Il a fallu le confinement pour que les grosses enseignes de Lille commencent à pratiquer l'achat en ligne. Qui pour nous semble complètement démentiel parce que quand on fait nos courses au drive, on a fait notre choix en ligne. À Maurice, jusqu'au confinement, ça n'existe pas. Quand il fallait payer le Orange ou l'électricité, tous les mois, on se déplace pour aller faire notre petit chèque et donner notre petit souhait, notre petite facture, notre petit talon de facture à la guichetière qui est là. Il a fallu le Covid pour que, et il a surtout fallu qu'il se retrouve à sec, parce que Orange, qui a fermé toutes ses enseignes, enfin l'équivalent d'Orange, qui est Mauritius Telecom, qui a dû fermer toutes ses boutiques au moment du plein confinement, se sont retrouvés à devoir demander une ligne de crédit au gouvernement pour pouvoir payer les infrastructures et les employés. Et là, ils se sont dit, oula, il faut que les gens puissent nous payer en ligne. Et donc, ils ont développé quelque chose, un système pour qu'on puisse les payer en ligne. Mais ça a été une révolution. Avant, je veux dire, quand on était en France, il fallait qu'on appelle notre nounou, qu'on lui demande le montant total des factures, qu'on lui fasse un virement sur son compte, qu'elle prenne les factures, le double des pièces d'identité, son contrat de travail, qu'elle prenne ses sous et qu'elle aille emmener tout ça pour dire qu'elle venait payer la facture de son patron, dont elle était bien la salariée, et que c'est pour ça qu'elle payait en liquide et qu'elle avait besoin d'un reçu pour pouvoir prouver qu'elle l'avait payé. Et quand on dit ça à des Français, ça paraît complètement hors du temps. Mais pourtant, aujourd'hui, on fonctionnait, enfin jusqu'au mois de mars, on fonctionnait encore comme ça. Donc, il y a eu aussi une évolution des marchés qui va faire que vous allez peut-être amener un produit ancien pour la France ou pour l'Allemagne, mais qui va être un produit récent au final. Bon, là, en l'occurrence, pour l'Afrique. Mais après, ça peut concerner d'autres pays, y compris intramuros en Europe. Bien sûr. Voilà. Est-ce que c'est OK? Oui.